Bonjour chers amis, voilà. J'allais dire, voilà, souvent quand la caméra s'ouvre sur moi, je suis en train de discuter avec mes invités. Aujourd'hui, j'ai un invité que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup et qui vous parle de choses qui ne sont pas très vulgarisées dans notre espace géopolitique, peut-être. Donc, profitez-en, écoutez avec attention et puis vous avez la possibilité de faire remonter vos impressions, de poser vos questions. Dès que l'émission passe, elle est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez la revisualiser et puis poser vos questions et nous y répondrons. Et puis sur René-Louis Etilly, qui est mon invité, il se fera un plaisir de vous répondre, même de vous apporter des précisions, des références bibliographiques, des sources, etc. Donc n'hésitez pas, nous ne sommes pas là en train d'affabuler ni de vous raconter l'inaudible, des choses que nos dominants, nos élites, entre guillemets, n'aiment pas entendre. Pour quelles raisons, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui passent leur temps à refuser que l'histoire soit dite dans sa réalité, dans sa véracité, mais qu'ils l'interprètent à leur façon et qui décrètent que ceux qui parlent de la véritable histoire sont ceux qui sont des complotistes, des élucubreurs, etc., etc. Donc ouvrez vos oreilles, regardez comment de plus en plus l'information tend à se canaliser vers une seule vérité, qui est que votre peuple est à l'origine essentiellement de l'humanité et de ses inventions, ses créations, à partir desquelles ceux-là qui nous disent qu'ils sont supérieurs se servent, discutent, se servent pour avancer et se positionner dans leur position suprémaciste. Donc je vous souhaite une bonne émission, restez attentifs et puis je salue mon invité René-Louis Etilly. Oui, bonjour René. Bonjour Juliette, bien-aimée. Je voudrais te remercier encore à nouveau de m'avoir invité dans ton émission. Je voudrais aussi profiter de cela de dire mes respects à Zouk TV. Et puis, comme d'habitude, saluer d'abord les téléspectatrices de Zouk TV, les téléspectateurs, de dire aussi au TEP, au CAMIT au féminin et au CAMIT au masculin du monde entier. Donc, merci en tout cas aussi à toi. C'est vrai, hein, on va remercier Manuela, M. Granier, son équipe technique, tous ceux qui font l'effort, effectivement, de libérer la parole, là où d'autres s'évertuent, alors j'allais dire en vain, à la bâillonner, parce que la vérité, c'est comme une sorte de titille, comment on appelle ça, des choses qui vous titillent, et puis elle est là, même si vous lui barrez la route, à un moment, elle va crever le mur que vous lui percez, le mur que vous dressez en face d'elle, et elle va surgir au vu, au su de tout le monde, et donc... ne soyez pas désespérés ni trop pressés. Malheureusement, nous sommes dans cet état, cette sorte de monde-là. Alors aujourd'hui, René-Louis va nous parler d'un thème qu'il a lui-même intitulé « Contre le péché d'Ève, l'importance capitale de la femme dans la naissance de la civilisation humaine dans son berceau africain ». Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez à l'origine de l'humanité. Donc vous allez voir à quoi cela correspond très concrètement, surtout quand on a à parler de la femme noire qui est celle aujourd'hui qui est la plus opprimée, qu'on a par on ne sait quel artifice placé au bas de l'échelle sociale, au bas de l'échelle des races, au bas de l'échelle de la beauté, au bas de l'échelle de tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, le travail à faire est immense parce que nos femmes,
beaucoup de nos femmes, celles d'entre elles qui sont les plus foncées de peau, qui ont les cheveux crépus, qui ne correspondent pas au canon de la beauté occidentale, eh bien sont en souffrance. Et je reviens du Canada et je sais ailleurs, je suis allée aussi ailleurs en Europe, et ce sont les mêmes souffrances parce que les gens, les femmes ne comprennent pas pourquoi elles sont rejetées juste à cause de leur apparence. Et ça doit pouvoir s'expliquer. Donc, merci René-Louis de nous offrir encore de discuter sur ces problématiques. Et puis, comme je l'ai dit, la vérité fait son chemin. Donc, merci d'être un des éclaireurs de notre peuple. Tout humblement, Juliette. Moi, d'abord, je vais faire un petit résumé de ce que je veux présenter. C'est pour un peu que les téléspectatrices et les téléspectateurs voient, en fait, où je veux les emmener. Grosso modo, j'oppose au départ un monde pastoral, patriarcal, raciste, xénophobe, misogyne, androcentrisme, parce que le fil, en fait, vous allez constater, c'est que chaque fois que je vais parler des leucodermes, c'est-à-dire des Aryens et de leurs clones ou avatars, les sémites, etc., je vais parler d'androcentrisme, je vais parler de misogynie. Parce que c'est un fait constant chez les Blancs. C'est un fait constant chez les sémites. L'androcentrisme, depuis... Donc les leucodermes sont ceux qui se sont désignés comme les Blancs. Voilà. D'accord. Et je vais opposer cela, alors, donc c'est un monde belliqueux, vindicatif, etc. Je vais opposer ça à un monde, on va dire, agricole, un monde basé sur le matriarcat, un monde pacifique, un monde, il faut le dire, où le centre, c'est la femme. Donc, je vais balayer. Alors, c'est un exercice assez conséquent, parce que ce que je propose, c'est que pour le monde blanc, c'est de partir du paléolithique supérieur, enfin non, on va dire plutôt pour le monde noir, mais pour le monde blanc, de partir des Aryens, il y a à peu près 4000 ans avant le christianisme, et de finir au moment où la femme a le droit de vote en France. Donc c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on parle des Aryens, j'allais dire des Aryens bonariens, qui font la conquête du nord de l'Inde, qui imposent leur caste, etc. Donc les Aryens étaient composés il y avait trois branches d'Aryens. Donc ceux de l'Inde, bien sûr, et puis ceux qui ont donné ceux qui ont occupé l'Inde, parce que la véritable Inde, elle est noire. Tout à fait, tout à fait, qui ont imposé quatre castes. Un système de castes, un dégradé en haut, il y a les brahmanes, et en bas, la caste des intouchables, les soudras. Et bon, alors, donc, il y a ce monde-là. Et il y a eu d'autres branches d'Aryens qui ont donné les Médès, les Iraniens, etc. Et une troisième branche qui a donné les Grecs, les Romains, les Celtes, etc. Donc voilà. Ensuite, je parle aussi parmi les Nordiques, il y a aussi les Scandinaves, en fait. Ceux qui avaient les dieux, bien sûr, toujours vindicatifs, misogynes, les Odins, les Thors, etc. Donc, il y a le monde aussi sémitique, le monde biblique, il y a le Coran. Les Juifs, les musulmans, il se trouve que, encore une fois, androcentrisme, misogynie. Androcentrisme, ça veut dire que tout ce que vous expliquez le monde à partir du masculin. Dieu est masculin, tout ce qui est bon est masculin. Et puis la misogynie, c'est la haine des femmes. Donc il y a une constante dans ces blancs-là, ces sémites, c'est toujours ça, la haine de la femme. Donc, alors c'est bien, René-Louis, parce que dans l'unité culturelle de l'Afrique noire, de Cheikh Anta Diop, c'est fascinant parce que il n'utilise pas le mot haine, mais tout ce qu'il démontre explique effectivement que les leucodermes, la femme avait un statut, mais moins élevé que celui de bête
bêtes de somme, quoi, de domestiques. C'est bien ça, de souligner ces différences de traitement. Alors que dans le pays noir, la femme était pharaon, elle était reine. Tout à fait, tout à fait. On va en parler. Mais d'abord, pour continuer sur la première partie, moi j'insiste sur le fait qu'il y a eu haine. Parce que quand les téléspectatrices et les téléspectateurs vont entendre ce que je vais dire, il y a haine. Il y a haine, parce que c'est pas possible de dire certaines choses, c'est pas possible de faire certains écrits, voilà. Donc après cela, je vais parler des Grecs, des Romains, donc et pour aboutir au Moyen Âge, les sorcières qu'on brûle, avec la Renaissance. La Renaissance n'est pas une renaissance de femmes, c'est une renaissance d'hommes. Ce qu'on a appelé la Renaissance, eh bien la femme n'était pas citoyenne. Je suis désolé. Après, vous avez le Code Napoléon qui a écrasé la femme. C'est toujours pareil. La femme était rien du tout. Sur les lois du mariage. Voilà, était rien du tout. Mais c'est vrai, c'est en 1945 que les femmes françaises ont le droit de vote. Voilà. C'est très, très récent. Voilà. Il y a eu d'abord le droit de vote en 1944 et en 1945, il y a des femmes qui rentrent à l'Assemblée nationale, dont une femme noire qui était l'épouse de Félix Éboué, qui devient député de la Guadeloupe. Donc, et de l'autre côté, alors, pour les Noirs, je parle du paléolithique supérieur, aux environs de 40 000 avant le christianisme, pour arriver finalement au Reine Candace. Au Reine Candace, à peu près du IIIe siècle avant le christianisme jusqu'au IVe siècle de l'ère d'aujourd'hui. Donc ça balaye à peu près 40 000 ans. Alors, donc, c'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de choses à... Voilà. Mais vraiment, il faut que l'on sache qu'il y aura toujours du côté des Ariens, des Sémites, etc., de l'androcentrisme et de la misogynie. Donc, alors, est-ce que tu veux leur expliquer androcentrisme, misogynie pour nos publics qui ne connaissent pas ces mots-là? Alors, l'androcentrisme, en fait, c'est quand vous voulez expliquer le monde qu'au masculin. Par la lunette, la lunette de l'homme. Alors, je précise que c'est la lunette de l'homme blanc. Oui, bien sûr. C'est l'homme blanc. Oui. C'est-à-dire que la divinité, elle est blanche. Ceux qui doivent gouverner, enfin, ce sont des hommes, pardon. Ce sont des hommes. Ceux qui font qui forcément le bien, ce sont des hommes. La femme est dans on va dire. Elle était là pour procréer, c'était tout. Oui, mais parfois. Un animal, une bête de somme. Parfois, même on la traite de monstre, et ça dévie au fur et à mesure. Pour qu'elle finisse par être diabolisée, carrément, diabolisée. Donc au départ, elle est comme un second corps, un corps second, on va dire, puisqu'elle est tirée de la côte de l'homme. Voilà. Dans la Bible. Mais au fur et à mesure, on finit par aboutir à une diabolisation carrément de la femme. Donc moi, si je prends par exemple les Ariens. Les Ariens, ils ont tardivement écrit, puisque c'était des sauvages, il faut le dire. C'était des sauvages, mais c'était des gens, un peuple belliqueux, un peuple raciste, etc. Eh bien, ils ont tardivement écrit ce qu'on appelle les Védas. Et dans les Védas, il y a la Rig Veda. Eh bien, la Rig Veda, la femme est traitée comme une moins que rien, puisque et bon. Sans compter cette histoire il y a cette histoire de mépris de la femme. Donc, il y a un nomadisme conquérant, on va dire. Il y a un nomadisme conquérant, mais aussi en même temps, il y a les castes. Et les castes, en fait, c'est pour se protéger des mélanges. Oui, c'est ça. Des mélanges qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent avec les autres. Mais tout ce avec qui est... les plus foncés. Voilà. Oui, c'est clair. Donc les hommes se font appeler arias, c'est-à-dire nobles, les seigneurs, etc. Alors que les femmes sont rien du tout. Donc ça, on le retrouve aussi chez les Scandinaves, avec leur dieu des dieux qui est Odin, et ensuite il y a Thor qui est son fils, où la femme est prise
pour créer. De toute façon, elle n'a même pas le droit. Elle n'a pas de statut. Elle a pas droit au valala, puisque en fait, il faut savoir que chez les Scandinaves, hein, on va dire, ce sont bien sûr des Nordiques. Eh bien, le paradis, et c'est pour les guerriers. Donc, plus on tue, plus on a des chances d'aller au paradis. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Après la mort, eh bien, ils continuent à se battre la journée. Et le soir, eh bien, ils boivent, c'est des beuveries. Le soir, ce sont des beuveries, et voilà, ils boivent dans les crânes des ennemis. Des ennemis. Bon, alors, voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle les Valkyries. Ce sont des femmes, ce sont les vierges d'Odin qui viennent un peu pour satisfaire ces messieurs, les guerriers, quoi. Voilà. Donc voilà le monde qui est connu lorsque le christianisme, avant que ces blancs-là rentrent dans le christianisme, voilà leur niveau en fait. Donc c'est un niveau patriarcal où seul l'homme a le droit de... Voilà, mais il faut être mauvais, il faut tuer pour aller au paradis. Donc après, nous avons les Torah. Alors maintenant, nous rentrons dans la Torah. Donc la Torah, tout le monde sait que c'est une femme qui commet le péché originel. Dans le Lévitique chapitre 27, eh bien, on voit que la femme est vraiment inférieure à l'homme. La Torah, c'est l'équivalent de la Torah, c'est à peu près à peu de choses près l'Ancien Testament. D'accord. L'Ancien Testament. C'est pour les Juifs. Enfin, c'est pour les Juifs. Donc nous sommes maintenant dans le la Torah, monde juif. c'est pour nos amis qui ne savent pas que c'est l'équivalent de la Bible, mais pour les Juifs. Hein? Voilà, pour les Juifs. Voilà. Donc nous sommes toujours dans un monde avec l'androcentrisme. Voilà, donc et on a la misogynie. C'est un monde masculin où les valeurs qui sont à l'œuvre, hein, qui régissent les lois de la vie sont celles des hommes, et elles sont violentes parce que les hommes, tous les Nordiques à l'époque, pour leur survie, ont développé des mœurs extrêmement violentes, et entre blancs du Nord et blancs du Sud, ils s'envahissaient, enfin ceux du Nord envahissaient ceux du Sud, et ils se sont quand même mélangés, et ils ont apporté cette violence du Nord est arrivée chez les blancs du Sud, ceux qui étaient de type alpin. Voilà. Mais il y a ça, et puis tu parlais de misogynie, donc androgynie et misogynie. Est-ce que androcentrisme. Androcentrisme et misogynie pour nos téléspectateurs. Alors, par exemple, chez les Juifs... Quand on dit qu'un homme est misogyne, en gros, de manière très, très prosaïque, on dit que c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Voilà. C'est quelqu'un... On a des auteurs français qui ont écrit... Oui, bien sûr. Je crois que c'est Molière. Je vais en parler voilà. de quelques-uns. Je vais traverser tout ça. Je vais en parler. Oui. Je vais les citer. Non, comme tu as utilisé le mot, c'est pour que nos amis nous suivent. Oui, parce que les Juifs ont fait aussi les commentaires bibliques. Par exemple, le Talmud. Et ils disent dans le Talmud, il y a 9 malédictions qui frappent la femme depuis la chute d'Adam et Ève. Oui. Et quand ils prient, ces rabbins-là, ils disent loué soit Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Donc ça veut tout dire. Hein. Donc il n'y a pas seulement cette diabolisation de la femme dans la Bible, mais il y a eu tous les commentaires bibliques qui vont encore plus loin, qui sont encore plus virulents, qui sont encore vraiment misogynes, encore plus misogynes que dans la Bible même. Donc voilà, le Lévitique, elles sont inférieures. Alors maintenant qu'on arrive au Nouveau Testament, on regarde les épîtres de Paul. Alors la femme n'a pas le droit de parler. L'homme est le maître de la femme. La femme doit se couvrir parce qu'elle a commis le péché. Et d'ailleurs, elle est tirée de la côte d'un homme. Donc c'est un vase plus faible sur lequel on doit veiller. Donc c'est un corps second, comme on dit. C'est un corps second qui va être à la fin vraiment diabolisé, puisque ça dérive. Parce qu'on arrive au Coran. Le Coran, c'est pareil, les sourates, les hommes ont droit à 72 vierges, alors que on peut être la plus bonne femme qu'on veut, on n'aura pas droit
à quelques puceaux au paradis. Donc il y a une promesse de 70 vierges. L'homme a le droit de frapper sa femme. L'homme a le droit de lapider sa femme. Bon, la femme est inférieure. Il est dit plusieurs fois dans les sourates. Je pourrais citer les sourates, mais je suis sûr que ceux qui nous regardent savent très bien les sourates, donc mes amis, ce sont ceux de... le Coran est constitué... je ne sais plus de combien, mais d'un nombre de sourates qui correspondent un peu à ce qu'il y a dans la Bible. Hein, oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un découpage, enfin, des sous-parties. Donc, dans chaque sourate, on énonce un certain nombre de vérités. Il y a des sourates, et puis chaque sourate, il y a des versets. Voilà, comme dans la Bible, des versets. C'est ce qu'on vous lit dans les églises, etc. Donc, chaque forme d'église, enfin, chaque religion, qui sont les religions dites révélées, ont le même rapport aux femmes, à la construction même de leur livre sacré. Et voilà, on reconnaît une même démarche. En fait, à la base, il y a un même peuple qui va se subdiviser au cours de l'histoire et qui va prendre des positions plus ou moins dures, etc., en fonction de ses besoins. Ses besoins du moment. Tout à fait. Par exemple, de la sourate 24, verset 38, on parle de la supériorité de l'homme, et puis on dit à l'homme que vous pouvez les battre. Ou bien elles sont un chant dans la sourate 2, verset 222. Ils disent que la femme, c'est un champ de labour. Donc venez tant que vous voulez. Utilisez-la, etc. Ou elle vient de l'homme de toute façon. Voilà. Et puis nous les hommes, nous avons droit à 72 vierges. On a une actualité un peu comme ça. Alors la femme blanche, elle est déjà malmenée, mais quand il tombe sur la femme noire, dernièrement aux Émirats Arabes Unis, on a eu des influenceuses noires qui ont été obligées de manger les excréments des hommes arabes qui les payaient qui les font venir d'Afrique ou d'ailleurs. Mais la femme a été traitée d'excréments. Nous allons y arriver. Oui. Nous allons y arriver. La femme a été traitée d'excréments, carrément. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très connu à la Martinique, enfin qui est vénéré du vin. C'est un moine. Je vais en parler tout à l'heure. Et il faut savoir, et là je vais vraiment le citer dans les détails, parce que je suis sûr qu'on ne peut pas être aussi mauvais que ça. On ne peut pas être aussi mauvais que ça. Bon, donc je vais continuer sur les Grecs anciens, si tu permets. Donc il y a eu les Grecs anciens. Donc les Grecs anciens, je cite surtout, on va dire, Platon et Aristote. Donc Platon dit, par exemple, que les hommes qui ont été lâches dans leur première vie, eh bien, dans leur seconde vie, ce seront des femmes. Bon. C'est une punition d'être femme. Voilà. Ouais. Platon aussi parle de ce qu'on appelle la procréation de l'esprit, c'est-à-dire que l'homosexualité homme et homme, masculine, d'accord, est supérieure, bien sûr, à l'homosexualité, supérieure, bien sûr, à la procréation, donc la procréation des esprits, c'est l'homosexualité masculine. Bon. Et puis il y a la procréation normale, entre hommes et femmes. Eh bien, cette procréation masculine, la procréation des esprits, est supérieure à la procréation des enfants. D'accord ? On y est. C'est le modèle qu'on nous vend, celui de l'homosexualité. Voilà. Donc, il y a une infériorité de la raison chez les femmes. Maintenant, quand on regarde Aristote dit, de toute façon, la femme est en dehors de la cité. Mais il dit que lorsque le sperme d'un homme est bon, eh bien, automatiquement, il génère un mâle qui ressemble à son père. Bon. Aristote qui dit ça. Mais lorsque le sperme est défectueux, ça engendre une fille qui ressemble à sa mère. Qui ressemble à sa mère. Et il dit qu'il n'y a pas de chose plus monstrueuse qu'un homme puisse faire un enfant qui ne lui ressemble pas, donc une fille, et que c'est la femme, en fait, et c'est le début de la monstruosité. Et c'est Aristote qui dit ça. Donc il faut que les gens sachent que c'est quand ils parlent de Platon, d'Aristote, il faut savoir. Bon, il faut citer des homosexuels. Leur dieu Zeus avait son petit compagnon qui s'appelait Ganymède. C'était un homosexuel. Bon, parfois on m'a dit, quand tu as ton dieu homosexuel,
faut être homosexuel. Bon, d'accord. Bon, mais c'est ça. Donc, il y a un androcentrisme, encore une fois, et une misogynie vraiment virulente, quand même. Parce que virulente, quand même. Oui, parce que l'homosexualité reconnue, effectivement, celle de la femme est considérée comme, on va dire, moins importante, puisque d'ailleurs, les femmes, on le reconnaît, la société le reconnaît. Mais cette homosexualité masculine, c'est vraiment un repli de l'homme dans l'homme, une espèce d'autocentration qui fait que, en plus, on s'investit de toutes les qualités, qui fait que on ne conçoit. Et pourtant, pour se reproduire, ils ont besoin de la femme, mais ils refusent. Moi, je vois ça un peu dans les relations blanc-noir actuellement. Ils ont besoin des autres, des noirs notamment, mais il y a un refus absolu de leur reconnaître une place et de dire que cette place, eh bien, de cette place dépend quand même leur survie à eux. Donc, l'homosexualité, c'est quand même, au bout du compte, l'extinction de l'espèce humaine. Tout à fait. À terme, c'est ça. Et pourtant, c'est véritablement la volonté qu'ils ont. Donc, on voit que ça a commencé très tôt. Tu parles d'Aristote et tout ça. Et on voit que le projet ne fait que se préciser actuellement. Et se vulgarise. Et on va même en Afrique et dans les pays où l'homosexualité n'est pas bien vue, on dénonce ça comme un crime, etc. Et on va imposer, pour avoir des subventions, pour avoir des diplômes, pour avoir de je ne sais quoi, que les gens deviennent homosexuels. C'est-à-dire que ça, là, on est dans une sorte de violence incompréhensible. Ah, c'est une violence? Parce que les gens ne sont pas laissés libres de déterminer leur sexualité, que la nature, on va dire que je raconte des bêtises, parce que la nature en tant que telle, quand on est un être humain, voilà, elle fait ses affaires et les humains sont la société, donc ils font autre chose. Mais en tout cas, l'hétérosexualité, c'est ce qui reproduit l'espèce. Oui, parce que le grec ancien dit que c'est le support de la transmission du savoir, du vieux vers le jeune. Donc c'est pour ça qu'il faut être homosexuel, parce que sinon le savoir ne va pas être transmis. C'est un truc incroyable, c'est un truc de fou. C'est occuper tout l'espace, puisqu'on vous dit que c'est la puissance de l'esprit. Le problème, c'est que la puissance de l'esprit, sans la puissance du corps, de l'humain qui existerait, n'aurait pas de sens. Donc on ne comprend pas comment ces réflexions-là se sont structurées et pourquoi. Pour qu'elles aient du sens, il faut faire l'impasse sur tout le reste, toutes les autres réalités. Parce que l'esprit n'existe pas sans un corps qui le porte. Bien sûr. Eh bien. Bien sûr. Mais pour eux, l'homosexualité, c'est ça, c'est la puissance de l'esprit, d'accord? La puissance de l'esprit sans quelqu'un qui fait naître l'individu qui va porter cet esprit. Enfin, je trouve que c'est paradoxal, mais au-delà de ça, à la limite que les gens obéissent à leurs pulsions, mais qu'ils le fassent de manière non structurelle, comme on veut l'imposer aujourd'hui. Parce qu'on n'empêche pas les gens de satisfaire leur passion ou leur je ne sais quoi. Mais quand même, il y a des dérives actuellement dans cette violence qui est de rendre l'humanité homosexuelle. Tout à fait, il y a la provocation. On s'affiche. Non, mais ils poussent loin quand on voit le défilé de gays, etc. Mais à côté de ça, l'homosexualité, les virus, tous les vaccins ARN messagers, tout ça là, on sent que tout cela converge vers effectivement une extinction de l'humanité. Tout à fait. Et il faut qu'on soit conscient de... Quand on fait des choix, on défend soi-disant parce qu'on veut être libre, on défend les homosexuels, on défend ci, ça. Rien n'empêche que ça se fasse. Il y a des minorités qui ont besoin de s'exprimer. Mais il y a le collectif, il y a la société, il y a la vie, il y a la perpétuation de la vie dans la cité. Alors, comment on fait ça? Si vous êtes tous à dire il faut qu'on devienne tous homosexuels, ou bien que c'est ça la réalité pour faire un genre, comme on dit chez nous,
pour se sentir libre, avoir l'impression... Il y a tellement d'endroits, de choses qu'il faudrait qu'on travaille d'abord. D'abord, être libre en tant que peuple, sortir de la domination esclavagiste dans laquelle on est. Ça serait les vrais combats. Or, vous prenez les combats des médias et vous oubliez qu'il y a ce combat-là, que vous n'êtes pas libre, que votre code noir n'est pas abrogé, qu'on décide de vos destinées comme on veut et que vous êtes trimballés ici et là, que vous portez des noms qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez jamais réclamé, dire que oui, c'est vrai. Et vous criez en mouet quand on vous dit que vous descendez d'Afrique. Voilà dans quoi on est. C'est pas un macadam. Le macadam a sa vérité aussi. Hein. On reconnaît les goûts, les formes, les couleurs et ce qui constitue le macadam. Mais chez nous, voilà, c'est émulsionné, on ne sait plus rien. Et puis on continue à croire qu'on a la parole libre et qu'on énonce voilà, de grands principes de liberté, d'être et de faire. Ok, homosexualité, oui, mais ça doit rester dans un champ privatif et que les gens satisfassent ce qu'ils ont à satisfaire, mais l'humanité ne peut pas devenir homosexuelle parce qu'elle disparaît. Voilà. Il faut que les téléspectatrices, maintenant je cible les téléspectatrices, sachent que les gens qu'on les a vendus, parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui vont à l'église, n'est-ce pas? Mais les gens qu'on les a vendus, comme les Paul, les Augustin, les Thomas d'Aquin, etc., c'était des... Excusez-moi, je le dis en cœur, des salopes. Parce que quand on lit les épîtres de Paul, mais, bon, il y a Augustin, c'est quand même un père de l'Église. Eh bien, il dit déjà, même avant la chute d'Adam et Ève, même avant le péché d'Ève, la femme était déjà inférieure à l'homme. Et c'est un père de l'Église qui le dit. Bon, il y a Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'est un philosophe. Saint Thomas d'Aquin. Oui, en plus, c'était saint. En plus, saint. Et c'est le philosophe officiel de l'Église catholique. Eh bien, il parle de l'infériorité naturelle de la femme. Mais ce sont des gens quand même qui sont représentatifs de l'Église catholique. Et toutes les femmes, enfin, catholiques, vont prier pour ces gens. Bon, si on va du côté des protestants, que ce soit Luther, que ce soit Calvin, c'est idem. On a toujours l'androcentrisme, la misogynie, donc les femmes... Donc pour le moment, hein, tu ne nous parles que des occidentaux, des Bien sûr, néocodernes. et tout à l'heure, je vais parler des Noirs. Après des Noirs. Je vais parler des Noirs. Pour le moment, voilà. vous n'entendez que les déclarations des leucodernes, oui, c'est-à-dire bien sûr. ceux qu'on va appeler aujourd'hui l'ensemble, les occidentaux. Bien sûr. Et qui ont effectivement un rapport à la femme. D'ailleurs, les mouvements féministes, etc., vous disent qu'elles refusent cette forme de domination, mais elles sont loin d'avoir abouti. On a encore, en 2023, des salaires de femmes moins bien payés que ceux des hommes. Pourquoi? À compétences égales, pourquoi les femmes sont-elles moins payées? Qu'est-ce qui peut expliquer cette différenciation? Mais c'est comme ça. Hein? Tout à fait, tout à fait. Parce que à l'Institut Africamat, où j'enseigne, nous avons pris l'habitude, par expérience, de d'abord montrer comment qu'on nous a craché dessus avant de montrer les choses positives que nous avons portées. Parce que par expérience, je sais que le nègre de base a toujours tendance à défendre, on va dire, ses colonisateurs. Ses colonisateurs. Donc on a toujours pris l'habitude à l'Institut Africamat... À le protéger. À le protéger. Oui, à le défendre, le protéger. Il est dressé pour ça. Il est dressé pour ça. Et dernièrement, à l'invitation du CNR au stade Alica, la même chose est venue avec un journaliste. Bon, s'il y a une constante. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de montrer d'abord leur diabolisation, voilà, et ensuite de dire, bon, regardez, vous avez vu, maintenant, on va vous montrer ce que... Mais toujours avec les preuves scientifiques. Parce que si c'est pas des romans, ça. Parce que si on me demande des preuves, je donne des preuves. Vraiment, je cite des passages, non, etc. mais il suffit qu'on lise un peu. Et puis il faut que les gens aillent vers la lecture aussi. Voilà, parce que c'est dans les livres. C'est important. Oui, et puis tous les grands qu'on nous oblige à lire. Moi, j'ai fait des classes de philo, il y en avait beaucoup. J'avais beaucoup d'heures de philo. Mais c'est dans des choses comme ça qu'on est. Mais bien sûr. Et c'est pas forcément
critiquer d'une manière, j'allais dire, qui remet véritablement en cause cette manière de penser la place des êtres humains. Mais ce que tu es en train de présenter là est très intéressant dans leur historicité. Ces personnes importantes qui ont structuré la pensée occidentale, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de projections de cette méchanceté sur le noir. Mais bien sûr. Et sur la femme noire, n'en parlons pas. Bien sûr. Donc on retrouve, c'est pour ça que j'aime bien faire des comparaisons quand j'écris aussi mes ouvrages, parce qu'on va retrouver chez les Blancs, entre eux-mêmes, les germes de cette méchanceté. Et ils vont juste l'extérioriser avec, pour le noir, tout à fait. Et qui ne comprendra pas d'ailleurs. Tout à fait, parce que nous avons été colonisés. Absolument. Nous avons été lobotomisés. À partir de leurs idées. À partir de leurs idées. Système d'idées. Parce que nous, notre civilisation était basée sur la mer Noire, la grande déesse, etc. Donc, et eux, ils sont arrivés et ils ont tout cassé. Oui, ils ont tout cassé. Les Ariens et Bonariens, ils ont tout fait exploser. Ils continuent à tout casser. Ils ont détruit cette civilisation des origines. Donc, mais parfois nous ne nous rendons même pas compte de comment nous avons été intoxiqués. Oui, mais c'est vrai. Donc, lui, il dit que la femme doit se laisser gouverner, par exemple, Luther. Gouverné par l'homme. Donc Luther, c'était un protestant. Alors c'est un protestant, il a fait la réforme. C'est lui qui a créé le calvinisme, ce qu'on appelle le calvinisme. Calvin, après l'a suivi. Après Calvin l'a suivi, parce que Calvin, il a été influencé par Luther. Calvin reprend ses idées. Exactement, Calvin reprend les idées de Luther. Bon, maintenant... Donc c'était quelque chose vers 1400. Alors, oui, exactement, après, 1483. Il est né, le protestantisme apparaît au XVe siècle. Voilà, il y a une scission entre les catholiques et les protestants. Voilà, et je crois même que l'Ancien et le Nouveau Testament sont à l'origine aussi de cette oui. Parce que l'Ancien Testament, on retrouve davantage de la pensée des ceux qu'on va appeler les protestants. Oui, tout à fait. Et donc, c'est intéressant de reconstituer aussi l'histoire des religions dites révélées, parce que catholiques et protestants, au départ, ne sont pas... Enfin, ils vont se séparer et ils vont se désigner autrement, mais on va retrouver quelques spécificités chez les protestants. Mais oui. Et c'est très intéressant aussi de savoir, et il y a un grand sociologue qui s'appelle Max Weber, qui a écrit... le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Et il fait un lien entre ce système incroyable qui a été développé et qui sacrifie la planète et les êtres humains pour le profit et la religion protestante. Et c'est très intéressant parce que c'est économie et religion sont associés dans son analyse pour montrer qu'il y a un lien entre la façon qu'ont les protestants d'envisager le monde, de thésauriser, rassembler, travailler, et l'économie capitaliste qui naît donc en Amérique telle qu'on la connaît actuellement par la forte immigration d'Européens, de Nordiques, qui vont aller vers les Amériques et qui vont développer ce système mortifère. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Et alors ensuite, toujours dans la même, on va dire le même domaine, la même idée, il y a Bossuet, donc qui était quand même évêque. Donc il disait que la soumission des femmes à partir de son péché originel, il parle de enfin c'est tout à fait normal qu'elle soit soumise à l'homme, puisque c'est à cause alors le fameux péché qui retourne en boucle, et puis il dit surtout, il ne faut pas oublier que c'est un corps second, puisqu'elle est attirée, encore une fois, de la côte de l'homme, donc c'est normal qu'elle soit en bas, puisque c'est pas tout à fait un être humain, quoi, en fait. C'est un évêque qui le dit. Mais ils ont besoin... C'est un évêque qui le dit. Oui, mais ils ont besoin sans arrêt, de ce refus de l'égalité pour se définir. Oui. Refus de l'égalité. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, puisque actuellement, on le voit avec l'Afrique, il ne faut pas que les Africains soient regardés comme les égaux des Blancs. Mais ce besoin de se distinguer, il est propre à l'homme blanc.
Et je trouve dommage qu'on n'ait pas travaillé assez cet objet-là. Il faut comprendre pourquoi ils refusent, même avec leurs âmes sœurs, enfin les femmes qui les mettent au monde. Oui, tout à fait. Même avec leur maman. Pourquoi incroyable. Ce besoin de les piétiner, de les mépriser. Il y a un besoin de piétiner. Mais il y a une cause à ça qu'on n'a pas explorée. Et parce qu'on ne travaille pas sur l'homme blanc, on travaille très peu sur l'homme blanc. On travaille beaucoup sur l'homme noir, même les noirs. Quand ils ont à travailler, ils regardent l'homme noir à la loupe, alors qu'on sait que l'homme noir est aujourd'hui une sorte d'avatar dégénéré de l'homme blanc, puisque quand il se soumet à cette autorité complètement arbitraire, il est un peu émasculé. Il est quelqu'un à qui on a enlevé toutes les qualités dont Mère Afrique l'avait investi. Comme la femme, c'était deux êtres indépendants, autonomes, puissants, chacun dans son domaine, et qui faisait que la vie se continuait grâce à la procréation et à la répartition des rôles très puissants pour chacun d'eux. Il n'y avait pas de femmes placées en bas des hommes. Aujourd'hui, les Africains croient que ça a toujours été ça. C'est ça le problème. Et quand on leur raconte leur histoire, ils sont étonnés. Est-ce que c'est vrai qu'avant, la femme était l'égale de l'homme? Mais c'est la seule civilisation qui a mis la femme à cette place-là. Mais oui. Il y a même beaucoup d'Africains qui ont honte le fait d'être noir, et ils cherchent leur identité en Arabie, par exemple. Oui, je parle des musulmans. Mais c'était Senghor. Senghor cherchait son identité. C'est toi qui l'as dit. Au Portugal. Senghor a recherché son identité. Au Portugal. Parce qu'à cause de son nom. Oui, Senghor. Et Senghor disait dans prière, mon Dieu, la France n'est pas raciste, mais je te demande de mettre la France à ta droite. Je te demande de... Mais l'histoire du nom, alors que nous sommes des produits coloniaux, les Blancs nous ont baptisés comme ils le voulaient, juste tout à l'heure je disais, et nous n'avons pas de nom qui réfèrent à nos origines. Donc nous sommes des sortes de créations des Blancs, quelles que soient les valeurs que nous reconnaissons aujourd'hui. Le fait que les noms que nous portons sont des noms de Blancs, d'Occidentaux, fait de nous, de toutes les façons, une catégorie mineure. On ne changera jamais ça si on ne décide pas de se réinvestir de son nom. Tout à fait. Du nom que nos civilisations nous ont donné. Dans l'Égypte pharaonique, c'est valable pour la vallée du Nil, le nom avait une importance capitale. Parce que ça fait partie c'est intégré dans les 9 parties de l'humain, en fait. Il y a ce qu'on appelle le règne, donc le nom. Donc, ça a un sens, ça doit avoir un sens. Et tout ce qu'on y met dedans, l'heure à laquelle vous êtes né, le jour à laquelle, l'endroit où vous êtes né, le parent, la mère, le père, la famille élargie et le temps qu'il faisait, enfin... les ancêtres que vous réincarnez. Bien sûr. Extraordinaire. Mais on a perdu on a perdu ça. Mais il faut qu'on sache que, on est propriété des Blancs d'une certaine façon, mais qu'on n'est pas obligé de le rester de la façon animale qu'on a de le faire. Parce que, pour les gens, l'ordre humain, l'ordre naturel, entre guillemets, ou l'ordre social tel qu'il se décline actuellement est naturel, il est normal. Ça a toujours été comme ça, on construit. Et en même temps, dans leur relation avec nous, les Blancs continuent à penser que c'est leur nom que nous portons, donc nous sommes leurs objets. Et quand le code noir n'est pas abrogé, c'est ça. Demain, je décide de vous refoutre en esclavage, et vous n'aurez rien à dire, parce que finalement, on est assez content de notre situation d'esclave en sursis. N'hésitez pas à consulter ce qu'il faut consulter pour comprendre dans quoi vous êtes. Mais comment on veut avoir des bénédictions lorsqu'on prie pour les ancêtres des autres? Moi, les Abraham, les Josué, etc., je ne les connais pas, moi. Je ne les connais pas, je n'ai que faire de ces gens-là. Ces gens-là, ils prient pour des Juifs. Je suis désolé. On est arrivé à ça. Prier pour les ancêtres des autres. De toutes les autres religions. C'est pas l'histoire que je dis juif parce que c'est juif, mais c'est pareil pour la religion musulmane. Non, c'est-à-dire que le contraire ne se voit pas. Les juifs ne viennent pas prier les dieux des Noirs. Bon, on a un petit phénomène dans les Caraïbes, à Cuba et au Brésil, où les divinités noires
sont appropriées par les Blancs ou des Métis dans ces régions-là. Mais ça reste des pratiques un peu, on va dire, un peu marginales. Mais il y a quand même cette forme de syncrétisme qui a opéré parce que les dieux noirs, les divinités, paraissaient plus puissantes aux populations déportées, déracinées. Mais en gros, les religions révélées des Occidentaux, des Juifs, sont celles-là et des musulmans, sont celles-là que pratiquent nos populations, nos peuples. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais, alors, dans cette histoire de formatage des mentalités, comme tu disais, ben, on a des gens très connus, des grands philosophes, par exemple, toujours androcentrisme, misogynie. Par exemple, Spinoza, le XVIIe siècle, qui dit qu'il ne faut pas que la femme puisse voter, des choses comme ça. On a des grands philosophes. Bon, ça va peut-être étonner les gens, mais Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, c'était un misogyne. C'était un misogyne. Donc, il dit que la place des femmes dans la cité, bon, alors, la place que Rousseau réserve aux femmes s'inscrit en contradiction, justement, avec tout ce qu'il a écrit, puisqu'il dit que, en fait, la femme doit être inférieure à l'homme, la femme est inférieure à l'homme, etc. Bon, ne doit pas être dans la cité. Donc, c'est Rousseau qui dit ça, puisque vocation naturelle des femmes à la vie domestique, Jean-Jacques Rousseau. Et qui a écrit le contrat social. Pourtant, qui a écrit le contrat social, qui a écrit quand même discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, etc. Donc Rousseau exclut quand même la femme. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été étonné, parce que mais ils ne sont pas à une contradiction près. Non, mais ce n'est pas une contradiction, mais on pourrait dire que... Mais parfois, il y a des... C'est très, très rare. Et puis, ce sont les têtes de pont de la pensée occidentale. Mais justement, c'est ce qui est grave. C'est ça qui est inquiétant. Mais c'est ça qui est grave, c'est parce qu'il y a eu vraiment un formatage, un ancrage, c'est un truc qui est... Donc, si nous, les Noirs et les Métis, etc., nous sommes là-dedans, mais nous sommes perdus, nous sommes obligés d'être perdus, puisque ça a été formaté comme ça. Puisque si on continue, les grands comme... entre guillemets, pour eux, ce sont des grands. Là, on arrive au XVIIIe siècle, les Kant. Les plus racistes des racistes. Mais les Hegel, je sais quand elle doit pas procéder à une rupture épistémologique avec Hegel, parce que Hegel c'était un grand raciste, mais Hegel aussi c'était un misogyne. Kant c'était aussi un misogyne. Donc on a toutes de grands philosophes. Qui a écrit avec Marx, non? C'est bien lui? Alors... Ah non, c'est Engels. C'est Engels, mais lui c'est Hegel. Oui, ça c'est le philosophe. Hegel. Donc la citoyenneté, la citoyenneté, la femme ne doit pas avoir à la suite accès à la citoyenneté. Et par exemple, Hegel dit si les femmes peuvent être cultivées, elles manquent de savoir et de la possibilité de créer. Donc il veut même pas que la femme... Il ne pense pas que la femme puisse avoir des aptitudes. L'esprit est masculin, l'homme... Pour créer. C'est ça. La créativité, voilà. Alors, il y en a un, si tu permets, que je vais citer, la lettre. S'il s'agit de Odon de Cluny, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec le collège de Cluny de la Martinique. Bien sûr. Parce que je me souviens, quand j'étais enfant, là... je vois des gens passer par là. Il y avait une sorte de fierté d'être dans ces écoles-là. Ah, c'est pas passé, il faut pas comme Renan, passer, c'est encore là. Comme Renan, comme Cluny, tout ça. Eh bien, je vais dire aux femmes ce que Odon de Cluny disait de vous. Je vais vraiment le citer là, parce que ça vaut le coup. Parce que Odon de Cluny, c'est quelqu'un qui a existé, qui est né au IXe siècle et qui a, en fait, été non seulement ce gars-là, il a été autorisé par le pape de l'époque de fédérer en fait toutes les abbayes, d'accord ? C'était un moine. Et voici ce que Odon de Cluny dit des femmes. La beauté physique des femmes ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui était sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Alors que nous ne pouvons pas toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fiente ?
en parlant des femmes. Donc voici ce que... Vous êtes au collège de Cluny, là, et bien voici ce que disait le deuxième, c'est-à-dire ça a été le deuxième responsable de Cluny, après Bernon, puisqu'il y a eu le premier responsable, c'était Bernon, et ensuite il y a eu Oudon de Cluny. Et bien voilà ce que... C'est pour dire que nous sommes encadrés d'androcentrisme, de misogynie, mais une misogynie virulente tellement que on compare la femme à un sac de fientes. Et ça, c'est Cluny qui le dit. Donc on aboutit aux sorcières. Alors, mais les sorcières, c'est la catastrophe. Il y en a eu à peu près plus de 100 000 femmes qui ont été tuées. Et c'était des règlements de compte. Elles sont brûlées. Elles sont brûlées, et c'était des règlements de compte parce que maintenant, on sait que c'était des règlements de compte. Ce n'était pas le fait seulement de l'hérésie, quoi. Parce que l'hérésie, on n'est pas d'accord du point de vue religieux. Bon, dans le contexte de l'époque, je n'excuse pas ça, attention. Mais je dis, moi au départ, je pensais que l'hérésie, etc. Mais l'affaire n'était pas religieuse. L'affaire était de la misogynie, parce que lorsqu'on regarde ce qui... c'est des rapports de pouvoir, en fait. C'est le masculin qui voulait écraser définitivement le féminin. C'est ça que les Blancs voulaient. Oui. Détruire les femmes qui avaient la pensée libre. Et c'est ça qui est curieux, parce que sans les femmes, ils n'existent pas. Donc, pour moi, il y a vraiment à travailler sur cette misogynie des hommes. Il fallait asseoir la domination masculine, parce que les hommes de l'époque ne pouvaient pas par exemple, qu'une femme puisse avoir l'initiative de soigner, par exemple, ou bien puisse dire à son mari, non, je suis pas d'accord avec toi. Comme chez les Noirs. Ils ont transposé ça sur les Noirs. Voilà. Ils ont dit interdit aux Noirs de penser, interdit d'exercer la médecine. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à penser que les Noirs n'ont pas à penser. Voilà, parce que... idem, oui, le même schéma. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, je suis pas spécialement je suis pour traiter le problème des femmes, mais tu fais bien de le dire. Il y a un parallèle à faire entre cette diabolisation des Noirs. Et la diabolisation. Mais il y a toujours eu diabolisation des Noirs et diabolisation des femmes. Le blanc, c'est ça. On a toujours dit que les Blancs n'ont rien inventé. Non, mais... Ils l'ont pratiqué sur eux d'abord. Oui, tout à fait. Ce qu'ils ont pratiqué sur les Noirs. Ils l'ont imposé sur leurs femmes. Ils l'ont reproduit avec d'autres groupes. Et après, ils l'ont reproduit sur nous. Et ils ont été... Alors, en termes de méchanceté, peut-être que, comme les Noirs leur paraissaient extrêmement différents, ils ont été un peu dans un degré de méchanceté un peu plus féroce, mais... ils n'ont rien inventé avec les autres groupes. Non, pas du tout. Envers les autres groupes. Non, puisque le pratiquaient depuis des siècles. Donc ils sont arrivés avec ils étaient belliqueux, vindicatifs, racistes. Et puis tu soulignes bien que beaucoup d'entre eux, ceux qui structurent cette pensée, sont des religieux. Mais ce sont des religieux, c'est ce qui fait. Et c'est ce que je vois qu'il y a des gens dans les églises ici, mais je vous le dis, non, mais je vous le dis, mais il faut que, même s'ils m'écoutent, l'évêque de la Martinique, mais oui, mon frère, c'est ça. Donc c'est grave. C'est très grave. Donc, on arrive au summum. En 1487, les hommes... Alors, dis-moi si je suis dans les temps. Oui, ça va. Oui, parce qu'il faut que je parle des Noirs. Oui. Les hommes créent, spécialement, qui créent le malus maleficarum. C'est-à-dire le marteau des sorcières. C'est un livre de l'Inquisition où la femme, alors là, elle est carrément diabolisée par le christianisme même. Donc l'Inquisition diabolise la femme, donc puisque c'est le malus maleficarum dit carrément que la femme est une créature du diable. Voilà, voilà mesdames. Et ça, c'est quel religieux? Alors, ce sont des catholiques. Les catholiques. Ce sont des catholiques qui font ça. Ce sont des catholiques. Et donc, c'est appelé aussi ça, le marteau des sorcières. Le marteau des sorcières. Donc, la femme, c'est une... machin, tout ça. Donc, il faut la torturer, tout ça. Donc, il y a des malheureuses qui se font torturer. Alors, quand elles osent affirmer une personnalité. On les torture. Donc, elles sont obligées d'avouer, par exemple, que la nuit... effectivement, elles volent sur un balai. Elles sont obligées de dire qu'elles prennent des enfants pour les griller, pour les manger, sous la torture. On les oblige de dire ça. Donc c'est guidé, voilà. Alors, est-ce que vous volez la nuit sur un balai? Mais non. Ah bon, on vous met du fer rouge, voilà, comme ça.
bon, la personne craque à la fin, la personne parle. Oui, comme dans les centres de torture actuels. Voilà. Et bien, c'est sous la torture, comme ça, qu'on fait dire à la femme qu'elle vole avouer. sur les balais, tout simplement parce que elle a dit à son mari un jour, je ne suis pas d'accord avec toi, laisse-moi tranquille, ou bien elle soignait parce que eux, la connaissance, c'était des sauvages. Moi, je le dis franchement, c'était des sauvages. Donc, tout ce qui était lié à la connaissance, surtout si c'est la femme qui devait porter la connaissance, surtout si c'est la femme qui devait porter la connaissance, il fallait la supprimer. Il fallait la supprimer. Mais comme maintenant, là, les savoirs qu'apportent les Noirs au monde sont cachés dans je ne sais quel... Mais c'est intéressant aussi ça, parce que à côté de ce refus de la femme, bon, il y a quand même eu des naissances de bébés, d'hommes blancs. Et pour moi, toutes les luttes que les féministes blanches, je dis bien au départ, ont menées pour la libération sexuelle, je crois que ça a à voir avec ce type de rapport que leurs hommes entretenaient, enfin que les hommes blancs entretenaient avec les femmes. Parce que nous, colonisés, nous avons repris ces formes de, j'allais dire, maltraitance des femmes. Et les femmes, aujourd'hui, revendiquent des choses qui ont été revendiquées par les blanches, mais qui n'avaient pas à être revendiquées par les noirs. Parce que l'Afrique, d'ailleurs, on a présenté l'Afrique comme un foyer de gens qui s'adonnaient à une sexualité débridée, parce que les Blancs ne savaient pas décrypter ça. Et ils ont d'ailleurs abusé, parce que même le corps des femmes qu'ils voyaient était pour eux à leur disposition. C'est pour ça que partout, on a vraiment de grosses colonies de métis. Les Blancs ont semé des métis partout, parce que la femme était un sexe. Et je pense que ça aussi, tu ouvres des perspectives de recherche, parce que aujourd'hui, les femmes noires revendiquent une sexualité comme les femmes blanches, alors que le continent africain n'a pas créé ce type de problème. Au contraire, nous étions dans un paradis terrestre, et la femme était sur un piédestal. Et puis il y a des auteurs, des auteurs anthropologues blancs qui sont allés et qui ont vu comment, justement, par exemple, avant le mariage, la femme doit avoir fait des expériences pour être bien avec son mari. Ça, c'est un truc qui, dans la religion catholique, n'est pas autorisé. Il faut arriver vierge. Et quand vous arrivez vierge, donc vous n'avez aucune demande. Chez les musulmans aussi, vous n'avez aucune exigence. Donc même le droit au plaisir que l'Afrique reconnaissait à la femme n'était pas du tout dans le monde blanc ou judéo-chrétien. Tout à fait. Et tout ça, ce sont des aspects... Mais ça, c'est une forme d'hypocrisie. Hein, parce que l'homme, ça n'empêchait pas d'aller à droite, à gauche, derrière. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Des hypocrites. C'est pour ça que je dis que ça aurait été intéressant de comprendre la sexualité des Blancs quand ils traitaient les femmes comme des sacs de fientes, comme tu l'as dit là, avec... Cluny. Odon de Cluny. Et donc, ça aurait été intéressant qu'on travaille sur les revendications sexuelles, notamment des femmes blanches, que les femmes noires font leur actuellement. Et je pense que tout ce que nous disons ou faisons, pour rester dans le parallèle entre noir et blanc, tout ce que nous faisons a repris les pratiques des Blancs à leur niveau le plus bas. Et donc, nous avons complètement dégringolé dans l'échelle humaine en termes de qualité relationnelle. Et aujourd'hui, le gros problème dans le couple noir, c'est l'homme et la femme qui se tapent dessus, qui se font concurrence, alors que l'Afrique leur avait donné des places, des rôles extrêmement précieux et qui n'interféraient pas. Tout à fait. Donc il y a plein de thématiques dans ce que tu abordes là. Il y a plein de thèmes de recherche passionnants à envisager. C'est énorme, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas... Je n'entends pas beaucoup de gens se préoccuper de sur ce créneau. Voilà. Bon, là alors, j'ai presque fini avec la première partie. Il y a la Renaissance qui arrive. La Renaissance, patatras, c'est au moment où les femmes se font le plus brûler. Et puis il y a quelque chose qui arrive à la Renaissance. C'est à partir de ce moment. Puisque avant, il y avait ce qu'on avait appelé l'accord de proximité. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont décider que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est ça. Dans la grammaire. Dans les règles de grammaire. C'est à ce moment-là, le français se masculine. Alors, au lieu qu'avec le progrès, cette soi-disant Renaissance,
Parce que quand on parle de Renaissance, on pense que la femme était le mouvement. Ben non, la Renaissance était une Renaissance de l'homme blanc. Puisque c'est à ce moment-là, justement, qu'on dit, le masculin l'emporte sur le féminin, et patati, et patata, et pétati, et puis à ce moment-là, qu'on brûle énormément, le plus possible, de sorcières. La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Voilà, alors, ensuite, on arrive à 1789, soi-disant la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, mais ça, encore, il s'agit de l'homme blanc. Encore, il s'agit de l'homme blanc. Donc, la femme n'a aucun droit, la femme n'est pas citoyenne, rien du tout, rien. Donc, androcentrisme, misogynie. C'est pour ça qu'il y a une femme qui s'est alliée à d'autres femmes. Parce qu'il faut quand même la citer, quand même, c'est Olympe de Gouges. De Gouges, oui. Donc, qui a quand même... Première féministe. Qui est féministe même, qui a demandé, écoutez, nous voulons que l'abolition des privilèges masculins. Parce que vous parlez de la révolution de 1789, mais on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Donc, nous voulons l'abolition des privilèges masculins. Bien sûr, ça a été refusé. Mais c'est l'égérie des féministes françaises. Tout à fait. De Gauche, voilà, tout à fait. Et puis, elle est avec tout un groupe. Alors, on arrive finalement en 1804 avec le Code napoléonien. Oui. Eh bien, désolé, mesdames. Le Code civil. Le Code civil, désolé, mesdames. Vous n'y êtes pas, hein. C'est patatras. Vous n'y êtes pas, mesdames. Vous n'y êtes pas. La place qu'on leur fait est terrible. C'est incroyable. Ouais, parce qu'on retrouve, lui, Napoléon applique le pater familias, c'est-à-dire ce que les Romains... Pater familias. Oui. C'est-à-dire, pratiquement, les Romains disaient qu'ils avaient le droit de vie et de mort sur leurs femmes. Oui. Napoléon, je vais citer une phrase de Napoléon à propos de vous, mesdames. Napoléon disait, à propos des femmes, ça la boucle et ça reste à la maison. Voici ce que Napoléon Ier disait. Ça la boucle et ça reste à la maison. Et il a fait son code civil que vous n'êtes pas là-dedans. C'est le pater familial, c'est l'autorité paternelle, etc. Donc, on voit que tout ce cheminement, donc finalement, on arrive au 21 avril 1944, où enfin la femme française a le droit de voter, où enfin il y a... 1944, oui. J'ai dit 1944. 1800, non, j'ai cru comprendre. Non, peut-être. C'est 1900. C'est 1944, bien sûr. Donc, c'est sous De Gaulle, je crois que ça se fait. Tout à fait. Oui. Et puis, en 1945, 33 femmes accèdent à l'Assemblée nationale, et l'une d'entre elles, comme je disais tout à l'heure, elle s'appelle exactement Eugénie Eboué-Tel, c'est l'épouse de Félix Eboué, et elle devient députée de Guadeloupe. Guyane, non? De Carigouya, la Guadeloupe. Ah, de Guadeloupe. De Guadeloupe. Parce que lui, c'est en Guyane qu'il a exercé. Tout à fait. Après avoir été en Côte d'Ivoire. Mais elle est députée de Guadeloupe, et ensuite elle va devenir sénatrice aussi de la Guadeloupe. Donc elle sera sénatrice de la Guadeloupe. Donc j'en arrive à la deuxième partie, qui sera plus brève, mais plus... Allons-y, je pense qu'on aura le temps. On aura le temps, oui, j'espère bien. Alors, donc, j'ai parlé au départ qu'il y avait un mode pastoral, patriarcal, misogyne, etc., qui était opposé à un mode agricole, donc matriarcal, pacifique, etc. Alors, ce monde-là, au départ, il faut remonter au paléolithique supérieur, à ce qu'on appelle la déesse primordiale, que moi j'ai l'habitude d'appeler la mer Noire, ou qu'on appelle aussi les Vénus, etc. Il se trouve que l'archéologie a démontré, et il y a bien sûr des misogynies, la misogynie qui conteste, mais l'archéologie a démontré que dès le paléolithique supérieur, la divinité qui était représentée, elle était féminine. Alors on peut être pas d'accord si on veut, mais moi, je suis entièrement d'accord parce que il y a beaucoup trop de preuves là-dessus. Parce que moi, j'ai fouillé l'histoire et il y a énormément de preuves là-dessus. Bon, donc, les preuves archéologiques, la divinité fut d'abord féminine, d'accord? Donc, ce sont les Ariens, bonariens, qui, 4000 ans avant le christianisme, ont détruit la civilisation de la mer Noire. Ce sont eux qui ont détruit ça. Et ça ne s'est pas passé brusquement, hein. Ça a été progressif. Mais ils ont commencé 4000 avant le christianisme pour commencer à détruire. Ils sont arrivés en Inde, etc. Ils sont descendus, ils ont imposé des castes, etc. Et c'est par la suite que cette civilisation a périclité et elle est devenue celle qu'on connaît malheureusement aujourd'hui.
Donc, cette civilisation de la Nord a été en face et a fait face à de véritables sauvages, hein, de véritables sauvages. Donc, ils ont fini par la détruire. Et je crois que j'ai parlé déjà des castes. Bien sûr, je crois que j'ai parlé des castes. Hein. Oui, voilà. Donc, ce sont les Varnas. Les castes, attention. Les mais castes, qui viennent avec Alexandre le Grand, qui envahit l'Égypte, l'Inde, et qui la métisse et qui la subdivise en couleurs. Parce que les castes. oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Oui. Que ce mot Varna, quand on dit Varna des Brahmanes, par exemple, c'est ce qu'on appelle la caste. Oui. Mais en sanskrit, le mot Varna veut dire couleur. Mais ça a été traduit en français. Vous voyez le vice du truc? Ça a été traduit en français, caste. Mais en fait, ce que l'arien voulait dire, il parle de couleur à chaque fois. Il parle de couleur, donc vous avez la bonne couleur, et puis tout en bas, vous avez la caste des Soudras. Mais les idéologues français, les anthropologues, etc., nous jurent que ça n'a rien à voir avec les couleurs, Eh bien, pourtant, que c'est des histoires d'impureté, etc. Mais c'est faux. Non, mais j'ai écrit un article très complet sur la signification des castes, la classification, la hiérarchisation des couleurs, et j'ai montré que quel que soit ce que disent les anthropologues français, que ça n'a rien à voir avec le système de couleurs, de racisation, je prétends, j'ai avancé assez d'éléments, assez d'ouvrages aussi, qui montrent que c'est une forme de racisation qui a mené d'ailleurs l'Inde à être l'un des pays les plus racistes à cause de cette catégorisation. Tout à fait. Les brahmanes en haut avec sont l'hindouisme. blancs, les brahmanes en haut sont blancs, les kshatriyas c'est peut-être une goutte de sang noir, Oui. les kshatriyas, vaishya, peut-être 2 gouttes de sang, les sudras peut-être 3 gouttes de sang. Et comme par hasard, ceux qui sont expulsés du système de caste, qu'on appelle les hors-castes, ce sont les populations noires de peau qui ont un peu un phénotype comme les aborigènes d'Australie. On en trouve aussi en Kanaki. Et ce sont ces gens-là qui sont les Indiens d'origine. Et puis il y a aussi les tribus des Andamans qui sont aujourd'hui encore la plus vieille population noire du monde. Ils ont plus de 65 000 ans et ils étaient tout le sud de l'Inde, toute la côte était peuplée de ces populations noires, négroïdes, qui ont été refoulées vers le bas du sous-continent et petit à petit, avec les métissages, on a donc eu cette classification du plus clair au plus foncé, les plus foncés ayant été expulsés du système de classification. Donc nous, ici en Martinique, quand l'immigration indienne va avoir lieu, nos premiers immigrants sont des hors-castes. Oui, et je précise, très bien Juliette, je précise en plus que ces gens, comme tu dis, très noirs de peau, les Dravidiens, etc., oui, Dravidiens, ce sont eux qui ont créé l'une des plus grandes civilisations. Oui. C'est la civilisation de l'Indus. Oui, c'est ça. À l'époque, les Ariens, étaient des sauvages. Oui. Donc, ils sont arrivés des steppes euro-asiatiques, là, oui, les Ariens. Oui, oui. Les Ariens, militairement, finalement, les ont écrasés. Mais c'est la civilisation arpéenne. C'est une civilisation qui a été créée par ces gens-là, ces noirs d'Inde, là, et donc qu'on appelle la civilisation de l'Indus. Oui, donc il y a eu la civilisation, bien sûr, du Nil, Kémet, il y a la civilisation sumérienne, aussi qui est le fait de noirs. Donc, mais quand l'Égypte antique s'effondre, c'est en Inde, voilà, tout ça. Parce que ce sont des Éthiopiens, ce sont des gens de la vallée du Nil qui ont été en Inde et qui ont D'ailleurs, on trouve les liens, les traces de ces échanges sur les habitants d'Éthiopie, Djibouti, Érythrée, etc., qui ont des types un peu chapécoulis, comme nous disons. Tout à fait. Mais ce sont les vestiges de cette grande tradition entre l'Afrique et l'Inde. Et d'ailleurs, quand l'Égypte antique va tomber, eh bien, ces traditions sont récupérées dans le sud de l'Inde et pratiquées. On retrouve énormément de similitudes dans les musées. Le musée ethnographique de l'Inde, il me semble qu'il est à Madras, enfin,
Madras ou Pondichéry. Non, je pense que c'est... Enfin, entre Pondichéry et Madras, je l'ai visité et toutes les civilisations qui sont exposées sont négroïdes. Il n'y a rien de métis là-dedans, mais on ne publie pas, on ne diffuse pas ces informations parce que même pour les Indiens, il y a ce phénomène de remplacement des négroïdes par des caucasoïdes sur les reliefs, partout. Même les divinités qui étaient bleu marine pour signifier qu'elles étaient noires, eh bien, elles sont aujourd'hui complètement blanchies. Vous achetez des Shiva tout blancs, vous achetez des Vishnu tout blancs. La seule qu'on laisse justement, c'est Kali qui reste avec sa peau noire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est incroyable, l'histoire est complètement réécrite par les Blancs. Oui, a été falsifiée, la falsification historique, et puis nous avons été diabolisés, et la femme a été et aussi diabolisée. Et on peut comprendre pourquoi les Indiens qui ressortent dans beaucoup d'endroits en Inde, on persécute les Noirs d'Afrique. Oui. Et ça, c'est quand même assez... c'est très révoltant parce qu'on sait, si on ne connaît pas l'histoire de l'Inde, on ne s'explique pas ça et donc il y a une haine entre Noirs et Indiens parce que mais moi qui connais l'histoire, qui l'ai étudiée, je sais qu'il faudrait que les gens s'approprient cette histoire pour comprendre pourquoi il y a des Indiens racistes envers les Noirs. Tout à fait. Même comme Gandhi, à qui on a reproché. Tout à fait. Oui, il a dit des choses désagréables. Mais après, il faut comprendre que Gandhi, après, il s'est rendu compte de ses énormités et il a changé. Il a évolué, mais dans nos populations noires, on refuse de prendre en compte cette évolution. C'est dommage. D'accord. Alors, je veux souligner maintenant les signes de ce qu'on appelle la mer Noire, la grande déesse. Oui. Parce que je ne l'ai pas encore dit. Pourquoi Paléolithique supérieur, la femme dominait tant. En fait, il y a des preuves archéologiques. Oui. Je dis du point de vue spirituel. Hein. Comme l'Afrique l'a mise en valeur, elle est partout. Oui, tout à fait. Toutes les sculptures, tous les symboles sont féminins. Voilà. Et ça part du Paléolithique parce que il y a des rites. Bon, on a découvert des rites qui tournent autour du processus mystérieux de la naissance et de la fécondité. Donc, chez la mère, on a trouvé énormément de statuettes féminines avec des formes le plus souvent généreuses. Hein. Donc, quand je parle de cela, je ne parle pas seulement de l'Afrique, je parle tout le poteau méditerranéen, je parle aussi de l'Europe. On a trouvé des statuettes à cette époque. Mais je signale qu'à cette époque, l'homme blanc n'existait pas encore. L'homme blanc n'existait pas, puisque nous sommes au Paléolithique supérieur. Ça remonte à 42 000 ans, etc. Donc, on sait très bien que l'homme de Cro-Magnon apparaît il y a 20 000 et que l'homme blanc lui-même, c'est 8 000 ans. Il y a 8 000. La civilisation blanche, oui. Ceux qui étaient dans les grottes, etc. Donc, il y a la couleur de l'ocre rouge qui représente, qui symbolise le sang, les menstruations, l'accouchement, etc. Donc on voit dans les grottes du Paléolithique les dessins, les peintures rupestres, etc. de cette époque. Et la femme, vraiment, elle est mise en valeur. Il y a des statuettes, il y a des grottes, il y a le symbole du V pubien. Et puis ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, c'est qu'il y a des grottes, on va dire des grottes féminines et génitrices. Parce que, par exemple, je vais donner, vous pouvez aller vérifier, je vais me contenir simplement ce qui se trouve en France. Donc les gens peuvent voyager, peuvent y aller. Il y a une grotte en France, faite par, bien sûr, des nègres de l'époque, hein, qui s'appelle la grotte Pêche-Merle. Or, il se trouve que dans cette grotte Pêche-Merle, quand on y va, on voit qu'il y a la voûte, sur la voûte, il y a des stalactites qui ont été modelés en forme des seins de la femme. Donc il y a toute une série de seins de femmes lorsqu'on rentre et bien sûr on a l'impression lorsqu'on rentre dans cette grotte d'être dans le vagin d'une femme et dans le plafond il y a toutes sortes de seins. Donc ça s'arrête pas seulement au statut. Mais cette imagerie là du sexe de la femme comme d'une grotte, elle existe dans la littérature, hein, on la trouve assez fréquemment. Tout à fait. Si tu le dis, tu sais de quoi tu parles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a une autre grotte aussi très intéressante, c'est Rukado. Alors cette grotte-là, lorsqu'on arrive, eh bien la forme de l'entrée de cette grotte,
c'est le sexe féminin. Et ensuite, ils ont mis de l'ocre, ils ont du machin. Et quand on rentre dans cette grotte, eh bien, on a l'impression de rentrer dans le sexe de la femme. Et ça, c'est une grotte qui s'appelle Roucado, et c'est dans les Hautes-Pyrénées. Oui, Hautes-Pyrénées que ça se trouve. Oui. Sinon, il y a les dolmens, il y a les stèles, les stèles, les dolmens les plus anciens, mégalithes, etc. C'est lié à la vénération de la femme. Oui, mais il y a aussi des symboles phalliques, énormément. Il y a des symboles phalliques, mais des déesses qui sont sculptées dans une sorte de... il y a la statuette a une forme, à la forme du phallus, mais ça représente une femme. Mais c'est pour montrer en fait qu'il y a toujours un aspect masculin dans la féminité. C'est-à-dire le masculin n'est pas rejeté. C'est ça qu'il faut. Mais dans les peurs des hommes et de ces religieux, il y a le sexe de la femme qui a fait beaucoup de problèmes. Pour les hommes, bon, je ne sais pas s'ils n'ont pas arrêté de l'étudier d'ailleurs, mais ça aussi c'est intéressant à comprendre. Il faut associer aux peurs, parce que la femme c'est un sexe rentré, alors que l'homme était extériorisé, et je sais qu'il y a une littérature intéressante là-dessus. Mais je veux dire quelque chose là-dessus, justement, là, donc, si j'arrive à ma conclusion. Oui, mais avant de... parce que pour le timing, je ne sais pas si on... Oui, continue, on va voir, on va nous faire signe. Donc, d'abord, je veux aussi parler, alors tout à l'heure j'ai parlé des rites, etc., mais les valeurs de cette mère primordiale, c'était quoi? Eh ben, c'était la justice, la vérité, la justice. Quand justement on va arriver à maths pour pouvoir l'équivalent de maths, exactement, tu as raison, l'égalité, le respect de la terre avec ses créatures, c'est-à-dire le respect de la vie. Donc on a vraiment les signes qu'on retrouve dans maths, qu'on va retrouver dans maths des siècles, des siècles après. Et ça, c'est... Et il se trouve que les Africains ont apporté toute cette valeur de la mer Noire, de cette déesse primordiale, sur les autres continents à partir de... Il y a à peu près un peu plus de 50 000 ans. Oui, à partir de 50 000 avant... On va dire avant le présent. Donc voilà. Donc, et la divinité, la plus ancienne divinité masculine apparaît 7000 ans avant le christianisme. La plus ancienne masculine. Hein. Bon, donc on arrive à Maat, justement. Dans la vallée du Nil, on a Maat, donc, qui représente la vérité, la justice. Alors c'est une manifestation divine, mais qui, dans l'Égypte pharaonique, Kemet, représente la vérité, la justice, l'équilibre cosmique, le respect de la vie, etc., etc. On la retrouve aussi dans la pesée de l'âme. Donc, dans l'Égypte pharaonique, c'est ce qu'on appelle la pesée du cœur, la pesée du cœur conscience. Lorsque vous subissez votre mort terrestre, donc vous avez une pesée, mais ce ne sont pas les chrétiens qui ont voté ça. Je suis désolé, des millénaires avant, les Égyptiens anciens, les Kamites, avaient fait ça, d'accord? Donc, la Maat est présente. Puisque sur un des plateaux de la balance, il y a la plume Maat, ou bien il y a une statuette qui représente la Maat, donc cette fameuse femme avec la plume sous la tête. Et puis de l'autre côté, vous avez votre cœur conscience, parce que votre cœur représente en fait votre âme. Quoi. Voilà, c'est ça. Le poids de vos péchés. Le poids de vos péchés. Donc, ensuite, il y a une autre femme importante dans Kemet, puisque maintenant nous sommes dans Kemet. Tout à l'heure, je parlerai de Couche. Kemet, c'est l'Afrique, hein? Kemet, c'est tout le continent. La Noire, oui. Le continent noir. c'est oui, tout à fait. On peut dire ça, puisque Kemet c'est Kama le continent noir, mais Kemet a influencé énormément toute la vallée du monde, la vallée du Nil. Donc il y a Isis, c'est-à-dire Aceta. Bon, alors, je vous demande simplement de trouver des équivalents. Essayez de trouver des équivalents chez les femmes blanches et les sémites. Parce que cette femme, par exemple, eh bien, c'est elle qui a institué les mystères et les initiations à Kemet. C'est une femme, c'est pas un homme. Les gens, c'est une femme qui a institué les initiations, l'initiation, c'est puissant, les mystères puissants à Kemet. C'est une femme. Bon, c'est une femme aussi qui connaît le secret de l'immortalité, puisqu'elle a participé à la résurrection de son époux,
Osiris. Bon, c'est une femme aussi, c'est la seule aussi qui connaît le secret de l'immortalité, c'est la seule qui connaît le secret le vrai nom de la divinité. Je parle de textes pharaoniques, je sais de quoi je parle. Donc les téléspectateurs, vous pouvez vérifier. Donc c'est encore une femme que les Kamites, parce que déjà Kamite, ça veut dire noir avec ES, donc c'est féminin, donc c'est pluriel féminin, et on dit, bon, c'est une femme, voilà, c'est pas un homme. Donc ça, c'est pas possible dans une société patriarcale. C'est pas possible dans une société misogyne, avec de l'androcentrisme, c'est pas possible. Donc vous voyez que, et ça se passe des millénaires avant le christianisme. Des millénaires. Donc c'est quelque chose moi, je crois que si j'étais une femme, j'aurais été passionné par ces choses. C'est pas possible. J'aurais été passionné. C'est des femmes qui ont donné. Mais écoutez, donc il n'y a pas de péché originel féminin à Kemet. Dans l'Afrique, de toute façon. Il n'y a pas de péché originel. La femme était maîtresse de maison. Attention, quand je dis maîtresse de maison, il ne faut pas le prendre au sens d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est elle qui a des décisions à prendre. Ça veut dire, à la limite, elle peut empoisonner, si elle veut, son conjoint. Parce qu'elle a la puissance au foyer. À la limite, je parle théoriquement. Théoriquement, bien sûr. Donc, il y a eu des femmes pharaons, il y a eu des femmes premiers ministres, c'est-à-dire Tchati. Reines, elles ont occupé toutes les sphères du pouvoir. Tout, scribe, et on va retrouver docteur, ça en Inde aussi. Voilà. La femme noire de l'Inde va avoir des positions pendant des siècles. Elle va dominer comme reine, prendre des pouvoirs. D'ailleurs, Gandhi, la femme, Indira, comment elle s'appelle? Oui, Indira Gandhi. Elle a gouverné l'Inde comme aucune femme n'a jamais gouverné un tel pays. Ah oui, mais actuellement, c'est une femme qui est présidente d'Inde. Non, c'est le fils, c'est son fils, mais bon, qui est marié à une Italienne. Mais elle est très contrôlée, puisqu'elle n'est pas considérée comme venant du pays, de la culture. C'est une Italienne. Donc, elle a eu beaucoup de mal à se faire accepter, mais elle a dû passer un examen de passage. Mais c'est le fils Gandhi qui dirige. Elle s'appelle bien Indira Gandhi. Oui, enfin, je crois que c'est Gandhi. Pas le Gandhi qu'on connaît. C'est Indira, c'est bien ça. En tout cas, la maman s'appelle Indira. Non, mais tu parles à l'époque de Gandhi. C'était la fille de Nehru, je te parle de l'Inde de jour. Oui, je parle pour dire que cette tradition de femmes qui ont dirigé des grands pays comme ça, on l'a retrouvée. Oui, tout à fait. Mais puisque la légitimité découle de la femme, donc de la vallée du Nil, il y a des reines, et comme tu disais, des femmes par an. Il y a par exemple Marie-Nette, ça remonte à 30 siècles avant le christianisme. Il faut voir que son complexe funéraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle a l'une des plus grandes sépultures de l'histoire de l'Afrique. C'est une femme. Donc c'est quelque chose de... Son nom, c'est Marie. C'est Marie-Nette. Ou bien souvent, parfois, il dit Mérinette, ou bien il dit Mernette. Ah, Mérinette, oui. Voilà, Mérinette ou Mernette. Moi, je la connais sous ce nom. Donc, mais parce que Méri, en égyptien ancien, c'est Marie. Oui, c'est Marie, Méri, c'est-à-dire le copte. Le copte nous dit, c'est la même chose. Donc, on sait que c'était la même chose. Donc, sa sépulture est entourée de 41 tombes. Elle a une deuxième sépulture à un autre endroit, parce que ça c'est la sépulture d'Abydos. Elle a une sépulture à Saqqara où il y a des barques solaires, etc. Bon, il y a une autre femme très importante, c'est Ahmes Nefertari, qui est elle de la 18e dynastie, et son sang coule dans tous les veines de tous les grands pharaons de la 18e dynastie, et c'est une femme qui a été considérée, qui a été divinisée, qui est considérée comme une déesse carrément, cette femme. Donc elle a été une grande prêtresse, etc. Il y a Hatshepsut, il y a la pharaon Hatshepsut de la 18e dynastie qui a régné pendant 22 ans seule. Donc il y a des femmes, il y a Tiyi. Non, de vrais pharaons, des reines. Il y a Tiyi. Qui était la maman du grand pharaon Akhenaton, et qui a régné avec son mari. Elle a régné avec son mari Amenhotep. Puissante reine Tiyi, Oui, donc tu vois, il y a
c'est incroyable. Etc. de femmes qui ont sur Nitocris. Alors j'arrive aux femmes Candace. Donc je vais justement terminer par les... Oui, je pense qu'on a 5 minutes encore. Ah d'accord. Donc, alors, il se trouve que le pays de Kouch, qui correspond à peu près au Soudan, donc il y a trois phases. Tu vois, il y a eu la phase de Kerma, il y a eu la phase de Napata et il y a la phase de Meroé. Et au fur et à mesure, la capitale s'est déplacée vers le sud. Et lorsque la capitale est arrivée, bon, je ne vais pas rentrer dans le temps, on n'aura pas le temps, mais je vais parler simplement de la dernière capitale qui est Meroé. Donc il y a les femmes Candace, donc, ce sont des reines mères ou des reines sœurs, etc. D'ailleurs, le mot Candace veut dire soit mère, soit sœur, parce qu'il faut savoir que l'écriture méroïtique n'a pas été totalement... est loin d'être déchiffrée. Exploitée, voilà, c'est ça le problème, parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé. Il faut savoir que Méroé, c'était une cité aussi, sinon plus importante que celle de l'Égypte antique même. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Méroé, et là, c'est vraiment que des Noirs depuis le début jusqu'à la fin, alors que pour l'Égypte, on conteste la race des Égyptiens. Voilà, c'est ça. Mais pas de Méroé. Mais qui étaient des Noirs, quand même. Oui, c'était des Noirs. Oui, après, il y a eu des invasions. Oui, il y a eu des invasions. Oui, il y a eu des invasions, des métissages. Comme en Inde, c'était des Noirs. Oui. Et aujourd'hui, le type indien reconnu n'est pas forcément noir. Voilà. Il est très, très européide. Mais voilà, Méroé, c'était puissant. D'ailleurs, il faut lire, chercher sur Internet, regarder Méroé, comme c'est puissant. Donc ces femmes-là qu'on appelle les... Mais Candace a dû défendre sa cité. Oui, elle a mené des guerres. Justement, il y a plusieurs femmes, Candace. Il y en a au moins 8 qui ont été vraiment répertoriées. Et il y a la dénommée Amari Renas, qui s'est opposée au pharaon. C'est vrai. Pourquoi je dis au pharaon? C'est-à-dire que la Rome en 30 avant le christianisme, Auguste, qui va se proclamer, il se proclame Auguste, hein, c'est Octave, il se proclame Auguste, d'accord, et il devient le maître de l'Égypte. C'est un Romain, il devient le maître de l'Égypte. Et il se trouve que 5 années après, c'est-à-dire 25 avant le christianisme, il y a une révolte parce que ils ont fait la conquête de Kemet, hein, les Romains. C'est ça, oui. Ils ont fait la conquête de Kemet. Ils ont récupéré toute la civilisation. Voilà. Et les Grecs après. Okay. Voilà. Mais au sud de Kemet, il y a Méroé. Il y a des femmes qui gouvernent. Oui, oui. Il y a des femmes qui gouvernent. Oui, oui. Donc, ce qui va se passer, c'est que en 25 avant le christianisme, les Romains vont augmenter les impôts sur les Nubiens. Les Nubiens qui habitent à Kemet, tu vois. Et les Nubiens vont se révolter. Et il se trouve que, ce qui va se passer, c'est que les gens de Méroé le roi de Méroé va partir en guerre pour soutenir ses frères qui sont au nord de l'Égypte. Et il se trouve que malheureusement, il décède pendant qu'il voyage. Et c'est son épouse, Amari Renas, qui va prendre sa place. Donc son épouse devient la reine Candace et va se battre contre les Romains. Elle va même perdre un œil pendant la bataille. Et cette femme-là va devenir tellement célèbre pour son courage, pour avoir tenu tête aux Romains, parce que les Romains vont finalement... voilà. Donc il y aura après... ils vont se mettre plus ou moins d'accord, puisqu'il y aura une paix qui va être négociée. Mais cette femme, c'est vraiment superwoman, quoi. Oui. Superwoman, parce que... Il y a des modèles, il y a des dessins, il y a un beau dessin animé de, comment il s'appelle, Djibouti. Oui, oui. Qui retrace l'histoire de Candace. C'est une puissante. Un peu aussi comme un Woman King, des femmes qui ont beaucoup de calibre, de force et qui combattent même les forces les plus violentes. Hein. Tout à fait. Dans The Woman King avec Viola Davis.
on voit bien cette figure puissante. Oui, puissante. Oui, Mais ce n'était pas la seule. Hein. Je n'aurai pas le temps. Oui. Il y avait plusieurs reines Candace. Il y en avait plusieurs reines. Mais elle s'est fait vraiment remarquer parce que elle a vraiment tenu tête à l'armée romaine. Et c'est elle qui commandait. Oui. C'est elle qui commandait. C'était une grande reine. J'aurais pu... je vais conclure. Avant de conclure, j'aurais pu parler de la reine Zenga. J'aurais pu parler de... Bon, qui s'est opposé 30 ans au Portugais. Voilà, qui s'est opposé en Angola. Pour défendre contre l'esclavage. Voilà. Oui. J'aurais pu parler de Nandi en Afrique du Sud, la maman de Shaka Zulu. J'aurais pu parler aussi... C'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup. Oui. J'aurais pu parler de Kim Pavita. Alors, j'aurais pu parler de la reine de Saba, Makeda. Oui, on peut dire aux gens de lire Reine d'Afrique de Sylvia Serben. Par exemple. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur ces puissantes femmes noires du continent africain qui ont combattu, qui ont protégé leur continent, leur population et qui n'ont jamais eu de problème à exercer le pouvoir. C'est depuis la colonisation et l'islamisation de l'Afrique que les femmes sont tombées j'allais dire, dans un puits, un abîme d'infériorité et qui aujourd'hui encore ne leur permet pas d'exprimer leur potentiel. Mais les femmes, c'est le seul continent, le continent africain qui leur a donné autant de puissance. Et chez nous, on a cette habitude de parler de mâle-femme en croyant que la femme, c'est un génie qui sort de nulle part. Non, elles ont gardé cette force-là, parce que la mâle-femme, c'est la femme noire de notre société. C'est elle, celle qui descend des Noirs. Donc, elle a gardé quelque chose de ce génie. Voilà. Donc, tu veux conclure? Pour conclure, je vais dire, quelle que soit la répugnance des hommes misogynes, pour moi, il y a une évidence indéniable. La première humanité, la première divinité, elle était femme. Bon, voilà. Oui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que les Aryens, au départ, c'était des sauvages. C'était les sauvages et ils ont rencontré des Noirs civilisés, mais c'était sauvage. Non, mais il faut bien que ça rentre dans la tête des Martiniquais, des Martiniquaises. Oui. Bon. Troisième point, moins important, ce sont les Blancs qui ont diabolisé la femme. Et leur avatar, les Sémites, leurs clones, les Sémites. Ce sont eux qui ont diabolisé la femme. Bon, et le quatrième point que je voudrais souligner, je vais le lire, c'est d'abord, on peut remarquer que le principe masculin, parce que ça je le dis aux misogynes, hein, donc on peut remarquer que le principe masculin est caractérisé par l'intermittence cyclique. Ainsi, l'érection sexuelle est passagère, alors que le principe féminin est en revanche permanent, premièrement. De plus, deuxième chose, je voudrais dire, de plus, il faut observer que la femme présente un caractère génétique exceptionnel. Elle est la seule à transmettre à son enfant les mitochondries. Ça, je voulais le dire aussi. Et je dis aussi, enfin, la femme a 9 mois de plus que l'homme pour connaître son enfant. Donc, je pose la question, qui est supérieur ? On peut le faire aussi, le parallèle avec les Noirs, c'est pareil. N'oubliez pas, Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique, vous raconte bien par le détail, avec une bibliographie très importante, la trajectoire des deux familles. La famille blanche qu'on appelle, qui était sauvage effectivement, et la famille noire qui était une famille sédentaire, pas nomade comme les premières, mais qui avait justement. Donc, il ne le fait pas dans un esprit de casser les blancs. Oui, il faut le lire, c'est très important. Il parle des deux berceaux. Et c'est très apaisant parce que la connaissance vous vient de manière non revancharde. Oui. Elle est là. Et puis il y a ce livre d'un médecin blanc qui s'appelle Gérard Lucotte, Ève était noire, c'est-à-dire que malgré toutes les élucubrations auxquelles on a eu droit, eh bien il y a quand même des blancs qui reconnaissent l'antériorité d'abord du peuple noir, ce qu'il a apporté à l'humanité, et toutes les reconstructions qu'on trouve dans les Bibles ou dans les livres des religions révélées, dites révélées, eh bien, sont des créations a posteriori. Donc, voilà, c'est
l'histoire, il faut la connaître, il faut savoir aussi sortir de vos aliénations pour accepter que vous êtes important. Parce que jusqu'à maintenant, vos combats consistent à dire que non, vous n'êtes pas grand-chose, ce sont les Blancs qui sont importants et tous vos services vont justement, toutes vos réactions vont dans le sens de protéger la sphère dominante du blanc. Rappelez-vous que l'histoire vous dit le contraire, que vous devriez d'abord penser à lui demander des comptes parce qu'il vous doit des comptes. Voilà, je remercie beaucoup René-Louise. Merci Juliette. Merci d'avoir instruit notre peuple à nouveau, un peu plus. Mais en tout cas, sur la femme, c'est passionnant et j'espère, chers féministes, vrai ou en devenir ou fausse, que vous avez là des sujets de recherche. Allez, fouillez et arrêtez de croire que le féminisme est blanc et que c'est lui qui vous donne vos concepts pour aborder la réalité. Les Africaines américaines ont donné au monde féministe les concepts pour comprendre leur réalité. Donc, vous voyez, c'était encore des femmes noires qui sont venues pour défaire cet ordre macho, androgyne et patriarcaliste dans lequel nous vivons. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Merci et puis bien. Surtout, fouillez, cherchez, lisez. Arrêtez de vous soumettre à ceux qui vous ont soumis parce qu'ils avaient la violence militaire avec eux. À bientôt. Merci.